Il combat sur tous les fronts. Il fait preuve tour à tour d'héroïsme, de lâcheté, de sacrifice, de fraternité ou de patriotisme. Il est l'incarnation de bien des idéologies et source d'inspiration pour de nombreux cinéastes. Il est le héros du film de guerre. Il est le soldat de cinéma. Officier ou simple soldat, il cristallise notre rapport ambigu à la guerre, entre fascination et répulsion. Sa représentation sur les écrans n'est jamais innocente, car parler de la guerre, c'est prendre parti, faire des choix, donner un sens à l'histoire, et participer à la construction de notre mémoire et de notre identité. There's nothing more dramatic than the loss of life or the taking of life. And I think in the modern world, certainly in my protected environment, the people I know, there's always that question, how would I measure up at times of great crisis? And there is nothing more catastrophic and that places people in greater stress than war. La guerre. Le cinéma en parle depuis ses débuts. Les codes du film de guerre sont posés dès 1915 dans Naissance d'une nation. Dans les années 30, le cauchemar de la Première Guerre mondiale est le sujet majeur de films comme À l'Ouest, rien de nouveau ou La Grande Illusion. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Le soldat de cinéma a alors une mission: participer à l'effort de guerre pour galvaniser l'esprit patriotique. La fin de la Seconde Guerre mondiale voit la constitution de deux blocs, avec les États-Unis face à l'URSS. Un affrontement idéologique où le cinéma devient une arme comme les autres. A third of the world is communist. Another third is united with us in opposition to communist aggressive designs. Très vite, l'Amérique, mais aussi son allié la Grande-Bretagne, s'engagent dans des superproductions dont le but n'est autre que de réaffirmer leurs valeurs à travers la reconstitution de glorieuses batailles. Des héros qui apparaissent tels des sauveurs et joués par des stars charismatiques. Des soldats exemplaires, acteurs d'une vision romancée de l'histoire. Les sacrifiés, Iwo Jima, les briseurs de barrages, Dunkerque ou encore les canons de Navarone. Une génération entière de films qui envahissent bientôt les écrans, avec une figure de proue emblématique, le jour le plus long. One of the most ambitious undertakings since All Quiet on the Western Front and Gone with the Wind comes to the screen with Darryl F. Zanuck's production of The Longest Day, based on Cornelius Ryan's universally acclaimed bestseller. Its cast of stars represents the top talent of 4 countries and has never been equaled in size and importance in the history of the industry. Dans Le jour le plus long, en fait, il y a une pléiade d'acteurs à l'écran, dont certains sont depuis parfois des décennies porteurs de l'identité américaine. Mais pas de n'importe quelle identité américaine, de l'identité conquérante américaine, héroïque américaine. Je pense en particulier à John Wayne et à Robert Mitchum, qui sont des icônes de tout ce que l'Amérique réussit à l'écran. Donc tout d'un coup, mettre des acteurs ayant cette charge symbolique-là au casting de ce film et dans des rôles aussi précis et symboliques que ceux de deux des plus grands officiers qui aient eu à combattre sur les plages du débarquement, tout d'un coup ça donne l'image, au-delà de l'image des Alliés, ça donne l'image d'une Amérique véritablement héroïque. Because your father
In America, your father would go to World War II. You would join up. It's the patriotic thing to do. And there was a big thing about communism after World War II, that you have to stop the spread of communism. C'est très important pour le cinéma américain, et ça explique pourquoi en 1962, ce film porte aussi les couleurs d'une certaine Amérique qui déjà n'existe pratiquement plus. À chaque fois qu'il y a une atteinte à la liberté dans le monde, les États-Unis sont présents et sont présents à travers des figures valeureuses et héroïques comme le sont ces acteurs. Dans ce concert de soldats héroïques, des voix dissonantes existent aussi. Comme celle du colonel Dax, héros en colère des Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. Un colonel français de la Première Guerre mondiale qui décide de défendre 3 de ses hommes victimes d'une injustice. Après l'échec de l'assaut mené contre une position imprenable, les généraux les choisissent comme bouc émissaire et les accusent de lâcheté face à l'ennemi. Ils doivent être fusillés. Would you like me to suggest what you can do with that promotion? Colonel Dax! You will apologize at once or I shall be placed under arrest. I apologize for not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. I think Paths of Glory is a unique film for its period. The idea of questioning the sanity and wisdom of the military high command was unusual. And I think the movie points out that there is madness in all aspects of war and that it could infiltrate the highest levels of the military as demonstrated in this movie in an extreme way. Aside from the inescapable fact that a good many of your men never left the trenches, there's the question of the troops' morale. Don't forget that. The troops' morale? Certainly. These executions will be a perfect tonic for the entire division. There are few things more fundamentally encouraging and stimulating than seeing someone else die. Je pense que Kubrick a voulu faire un film contre les ordres, des gens qui donnent des ordres. On retrouve ça dans Full Metal Jacket, même Orange Mécanique en fait. Et c'est comment, je pense que c'est ça, je pense que c'est comment l'être humain peut être façonné par les ordres. Il n'y aurait pas de guerre si tout le monde refusait les ordres de partir à la guerre. Si l'armée justifie de fusiller ses propres soldats, peut-elle aller encore plus loin et légitimer des traitements inhumains? C'est la question que pose la bataille d'Alger. Ce film revient sur la guerre d'Algérie, un conflit qui a duré 8 ans et qui s'est terminé par le départ de la France d'une colonie qu'elle occupait depuis 1830. Le film met en scène le colonel Mathieu. Sa mission, traquer les membres du Front de Libération Nationale pour mettre fin à une campagne d'attentats. Un militaire sans état d'âme qui n'hésite pas à justifier l'utilisation de la torture. Ceux qui aujourd'hui nous appellent des fascistes feignent d'oublier la part importante que beaucoup d'entre nous ont pris dans la résistance. Ceux qui nous appellent nazis ne savent peut-être pas que certains d'entre nous ont survécu à Dachau et à Buchenwald. Nous sommes des soldats et nous avons le devoir de vaincre. Alors, pour être précis, à mon tour maintenant de poser la question. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires. C'est toute l'ambiguïté de la guerre. Est-ce qu'on torture pour des bonnes ou des mauvaises raisons? Est-ce qu'on a le droit de torturer une personne pour en sauver 10 000? Est-ce que le mec qui torture le fait pas plus par sadisme que par raison? Que la guerre te donne le droit de torturer et par là même de tuer? La bataille d'Alger dénonçait quand même, parce que le personnage de Jean Martin est quand même un salopard. Donc lui, il est ambigu, mais il n'y a pas d'ambiguïté pour le spectateur, c'est un salopard. Tourné en 1966 par un cinéaste italien, seulement 4 ans après la fin des hostilités, La bataille d'Alger est un film récompensé par le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Malgré cette reconnaissance,
le sujet est encore trop douloureux pour que la France soit prête à l'accepter. Le film est sorti en France plusieurs fois, ou plutôt a tenté, disons, des sorties sur les écrans français, notamment en 1969, 68, 70 par exemple, au Quartier Latin, mais à chaque fois, c'était l'occasion d'affrontements, d'échauffourées, dans la salle, à l'extérieur de la salle, de batailles rangées, etc. Bref, les distributeurs, à un moment donné, ont décidé de ne plus sortir, de diffuser ce film. Bien sûr, l'État français n'était pas content de ce film. Lorsqu'il a obtenu le Lion d'Or, je crois, au Festival de Venise, en 1966, la délégation française officiellement a quitté le festival pour protester contre ce film. Il y avait une campagne de presse aussi très violente contre le film La bataille d'Alger. Le soldat de cinéma, en fait, il n'est pas forcément en phase avec son époque. Il peut aussi être en avance sur son époque. Il peut être très avant-gardiste. Il y a certains films de guerre qui ont été, à leur époque, perçus de manière assez marginale et qui sont devenus par la suite des objets cultes. Et les soldats sont devenus des véritables porte-parole d'une certaine période et de la manière dont une certaine société se comportait et non pas se révéler ou pouvait se considérer. À l'époque où la bataille d'Alger se tourne, une autre guerre éclate, celle du Vietnam. Elle oppose le Nord communiste au Sud, soutenu par les États-Unis. Washington envoie jusqu'à 500 000 hommes dans ce qui devient rapidement un enfer. Dans la jungle, les soldats américains font face à un ennemi insaisissable. John Wayne est le premier à filmer cette guerre. Il réalise dès 1968 Les Bérets Verts, où il s'attribue aussi le rôle principal, celui d'un colonel qui n'a pas le moindre doute. L'Amérique se doit de contrer la menace communiste. Ce personnage est le digne héritier du héros que John Wayne jouait dans Le Jour le plus long et traduit l'engagement patriotique sans concession du réalisateur. Mais avec Les Bérets Verts, John Wayne est peut-être en retard, car son personnage n'est plus en phase avec son époque. L'opinion américaine a basculé. Les familles sont atteintes dans leur chair, choquées par les images terribles des combats que les télévisions diffusent quotidiennement. C'est la rupture apportée par le Vietnam. Les caméras accompagnent les troupes américaines partout. Alors que la Seconde Guerre mondiale avait soudé l'opinion, le conflit vietnamien divise. Il fait naître un vaste mouvement pacifiste. Les États-Unis sont une nation qui n'a pas d'histoire, ou en tout cas pas d'histoire lointaine, qui a une histoire très récente. Donc du coup, c'est une nation qui se construit à chaud, dans les représentations sur le vif. Donc les représentations de tous les conflits que les États-Unis ont eu à traverser au cours du XXe siècle ont été immédiatement portées à l'écran. Ce qui est une particularité des États-Unis que ne reproduit pas du tout la France. La France met toujours un très grand temps de latence avant de porter quelque chose à l'écran de son histoire, alors que les États-Unis se construisent aussi par le cinéma. C'est vraiment une nation qui a construit son histoire par le cinéma. Donc les conflits sont immédiatement portés à l'écran. Une nouvelle génération de cinéastes hollywoodiens, comme Francis Ford Coppola, Michael Cimino ou Oliver Stone, s'emparent de cette guerre. Ils y filment des soldats en proie au doute sur le sens de leur mission, loin des héros stéréotypés et qui reflètent le malaise de l'Amérique face à cette guerre. C'est le cas d'Oliver Stone, qui avec Platoon raconte sa propre histoire. Celle d'un jeune volontaire pour le Vietnam, dont les idéaux s'envolent face à la réalité de la guerre. In 1967, Oliver Stone was a combat infantryman in Vietnam. During his tour, he received a Bronze Star for gallantry. 10 years later, in Hollywood, he was picking up an Oscar for the screenplay of Midnight Express. Now he has another story to tell, a movie that grew out of his own experience. Stone has come a long way from Vietnam, but he has not left it behind. I think it's really more of a reflection of the time in the 60s. It's the character that goes through from the beginning who is really, really gung-ho for war. And these things, watching your comrades passed away in front of you, and the atrocity of destroying a village and loving it, and then coming back and say, what I have done, I think that begins to wear on you. And that happens to, I think, soldiers in all wars.
first real casualty of war is innocence. The first real movie about the war in Vietnam is Platoon. You can get any place up that river that suits you, young captain. Cette vision du soldat pris dans la spirale destructrice de la violence, Francis Ford Coppola la pousse encore plus loin dans Apocalypse Now. Le personnage du colonel Kurtz, joué par Marlon Brando, a tout perdu. Sa foi en la guerre, en son métier de soldat, mais aussi sa part d'humanité. Renégat de l'armée américaine, il s'est retranché dans un camp au fin fond de la jungle, où il règne tel un demi-dieu, dans un univers psychédélique d'horreur et de souffrance. Your mission is to proceed up the Nung River, pick up Colonel Kurtz's path at New Mung Ba, and terminate the Colonel's command. Terminate with extreme prejudice. The extremes where war can take you, where this is a man who's gone beyond and lost his way and lost his, which a country can do as well. And of course, the U.S. had lost its way and lost its conscience. Honte aux perdants. Après l'enfer de la jungle, les vétérans du Vietnam doivent faire face à une toute autre violence, celle de leurs propres concitoyens qui les rejettent. C'est l'histoire de Rambo, un vétéran du Vietnam qui se fait interdire l'accès d'une petite ville où il veut simplement manger un hamburger. I'm starting to dislike you a lot. He comes back to America, and of course, America at the time treated its veterans appallingly, in the sense that the right wing of this country thought they were a bunch of losers because they'd lost the war, and the left wing accused them of being women and baby killers. So, you know, any other war, veterans came back and they were celebrated as heroes because, you know, war is killing people, it's murder. And when you come back to an ordinary, normal society, you've got to be slowly accepted back. And in the past, they would have had bands playing, the people would have come out, they'd had signs saying, "Welcome John Rambo, our hero." Instead, nobody wanted to hear about them. Sylvester Stallone. Here you have John Rambo comes into this town, and it's a microcosm of how America treated all its veterans, the way the police treat him. And I think that the audience responded to it, and they felt a terrific kind of sense of guilt. And I referred to why this picture was a big success here. I think that it did touch people, did feel finally guilty about the way they didn't ask to go there. And 58,000 of them were killed. 58,000 young Americans were killed. John Rambo was innocent. I'm warning you, boy, don't make a move. I'll blow your head off. I didn't do anything. When we tested the film after we finished it in Las Vegas, I've never seen such a reaction from an audience. No film of mine ever had such a reaction. The audience were get him! Bam, bam. They were yelling at the screen. They were with Rambo all the way. They were with him, you know, because the way he was being treated by the police. John Rambo. And then the ending came, and he commits hara-kiri. You could have heard a pin drop in the theater. Total silence. And I was sitting with my wife, and a voice came from the audience. If the director of this film is in the audience, we should string him up from the nearest lamppost for doing this ending. I said to my wife, let's get out of here before they hang me.
John Rambo. So I said to the producers, you know, I just happen to have another ending here. And that's the ending that was used. 13,000 miles. It's a long way to go to fight a war. Don't you know what it means to me to be a Marine, Dad? Ever since I was a kid, I've wanted this. I wanted to serve my country. I want to go to Vietnam, and I'll die there if I have to. Se reconstruire, dépasser le chaos, redonner du sens à sa vie. Ces questions, c'est à nouveau Oliver Stone qui les pose dans son film, né un 4 juillet, sorti 3 ans après Platoon. Le héros, interprété par Tom Cruise, est un jeune qui s'est engagé par idéalisme. Il revient paralysé. Atteint dans sa chair, le héros doit faire face à son destin. Après un long travail sur lui-même, il devient militant pacifiste. You know, come to the point of first accepting the fact that he's an invalid. And being a young person is really hard to do that because you have your life still ahead of you. And so that it's pretty, and so he has to come to the point where he has to be able to redefine himself and move on. If everybody's wrong, young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time way to stop. Hey, what's that sound? Everybody, 1, 2, 3, 4. We don't want your stinking war. 1, 2, 3, 4. We don't want your stinking war. Why are you here tonight? We are here to tell the truth. People say if you don't love America, then get the hell out. Traitor! Traitor! Well, I love America. It's more like a denial in the beginning, saying like, I am proud I did all this, and then later on he would break down and he realized that he has to come to terms with this and absorb it, and then realize that he had to live with it for the rest of his life. Well, for me, I mean, when I came home from Iraq, I was very much wanting to process my experiences and what I thought about them. So, because it was I mean, my whole world was turned upside down. I mean, I was this all-American soldier, ready to do this for my whole life, and then all of a sudden, it all got turned on its head. So, the film that for me initially resonated with me and I felt very connected to was Born on the 4th of July, which is a true story and autobiographical film of someone who was just like me, 18 years old, running to basic training, first chance I got, running to war, the first chance I got, and then coming out of that experience with a very different idea of what we were a part of, and then through that process, becoming an agent to try to stop the war from happening, based on the experience of actually having been there. « 1991, la guerre du Golfe. Le conflit est partout présent dans les médias. Pourtant, peu d'images filtrent. Le Pentagone a retenu les leçons de l'expérience du Vietnam et veut garder le soutien populaire. Plus question d'autoriser les équipes de télévision à circuler librement. À la place, le public doit se contenter d'images d'une guerre technologique et déshumanisée. Pourtant, au cinéma, les progrès effectués sur l'image et le son restituent avec force l'expérience sensorielle des combats. C'est ce que démontre Spielberg avec son film Choc, Il faut sauver le soldat Ryan, qui reprend un épisode connu, le débarquement en Normandie, mais montre les combats avec un réalisme jamais atteint jusque-là. We're living in a very unique time where young people have access to video footage in all its facets, whether it's on the computer, in the cinema, on their iPhones. They can see the imagery of war. And I think that it's, in many ways, we have the ability today to show them realistic sequences that can tell them how horrific things are.
as an audience, we've seen the whole run of cinema going back to the 1930s and 40s, where people got shot with a single gunshot. There was no blood, they'd fall down. And then we come to a movie like Saving Private Ryan, where people are obliterated with bloody chunks. And, I think that they can certainly see the after effects of war. Spielberg impose à ses acteurs une formation militaire de 8 jours. Il va chercher le conseiller militaire qui avait déjà encadré les acteurs de Platoon, Dale Dye, un ancien capitaine des Marines. Some guys were starting to complain, some guys were questioning as to, why this was so important. We're going to be shooting, in 5 days. Wouldn't our time be better served rehearsing as opposed to sort of finishing this boot camp? And Dale Dye sat us all down and he gave us a great talk. And he said, look, you guys are going to be representing my fraternity, my brotherhood of men who have served and died for this country. You guys, you asshole actors here, don't have the freedom to get overpaid and play war, if not for my brothers who died on the beach that day. So I will not have any one of you being captured on film and not looking like a real soldier. It would be a dishonor and a disservice to those men if you didn't look like the real deal. And the minute he gave us that talk, everybody wised up, everybody understood how important it was that not only we finished the boot camp, that you get serious about it. And everybody did. You may have to get yourself a new line of work. This one doesn't seem to agree with you anymore. Just look on the bright side of things, Corporal. So you rationalize making the choice between the mission and the men. Except this time the mission is man. This Ryan better be worth it. Life doesn't work that way. When you have a problem, sometimes you can't solve it. You have to go around it. I know on one mission that we planned, the planes, half of the planes couldn't take off because we had engine problems or gas problems. I don't remember exactly what, so we had to scratch the whole mission. Those things come along. Sometimes you have problems you can't solve. Of course, Tom Hanks was able to solve all his problems, which was good for Private Ryan. We are going to send somebody to find him. And we are going to get him the hell out of there. But in reality, no one can really ever show the true horror of war because, as combat veterans say, it's very hard to talk about, let alone visualize. But we get pretty close. And I think young people today get a pretty good view of what's going to happen once they put on a uniform and go in harm's way. You shouldn't have come here. This is our war, not yours. 300,000 dead and counting. That's not a war, Mr. Ito. It's genocide. These people, they have no food. We can either help, or we can sit back and watch the country destroy itself on CNN. Spielberg a imposé un nouveau standard de réalisme avec Il faut sauver le soldat Ryan. Plus possible de représenter la guerre sans passer à côté de sa brutalité. Un nouveau cap visuel est pourtant franchi avec La chute du Faucon Noir, le film de Ridley Scott sorti en 2001. Le film raconte l'équipée sanglante d'octobre 1993 de soldats américains en Somalie. 18 d'entre eux périssent en 12 heures, dans des combats sans merci, au cœur de Mogadiscio. Une mission controversée qui allait au-delà du mandat humanitaire de l'ONU. Le film, extrêmement stylisé, évacue rapidement les aspects politiques de cet échec pour se concentrer sur le courage et l'héroïsme de ces soldats engagés dans cette opération. You're talking about hours and days of discussions the producers and I had, and Ridley Scott and I had, where we were just agonizing, what's the meaning of it? What does this mean? What's the movie about? So, but that question, we never really wanted to answer it. And my hope was that the movie would stay in some kind of gray area instead of a jingoistic, American flag category. But, what we discussed finally was, policy, American policy, maybe
it wasn't the greatest, but these soldiers are good and they did their job well. And I think that's bullshit. I mean, when you're, that idea of, you know, once that first bullet goes by your head, all politics are out the window, so you just gotta fight, and you just gotta stay there and fight the whole time, right? But you're fighting people, and the people that you fight and kill are gonna stay with you forever. And so you can say in that moment, all politics are out the window, I just gotta do what I gotta do, but everything's not going out the window. The decisions you make are never gonna leave you for the rest of your life. So, you know, today, like, you know, soldiers saying, like, I'm just doing this for the guy to the right and the left of me, which is true, and that's what you're gonna hear from most soldiers today. It's a lot easier to make sure your buddies come home safe if you guys just don't go. So that film depicted very accurately how they want US soldiers to behave, but I think in practice, that we'll find that that's actually not how soldiers behave. I do think it's true that that film, Black Hawk Down in particular, was a film that, whilst Ridley might have been thinking it would end up being an anti-war film because, you know, the ugliness and horror and spontaneity and chaos of war was so brilliantly conveyed, actually to some people that seemed like an exciting environment in which to test themselves. And I know it was a film that was very, very popular with soldiers. And when people, a lot of soldiers told me when their family asked what it was like in Iraq or Afghanistan, they'd get them a copy of Black Hawk Down. Well, you know, Black Hawk Down, of course, is one of those films that highly romanticizes combat. I mean, of course, they do show, you know, US soldiers die in that movie and sad things happen in that movie, but, you know, you come out of it with, like, you know, looking at this is a real man, or these are real men, and this is what real men do, and they're strong and heroic and dirty and, like, you know, fearless and things like that. So it has that effect of, you know, especially to young people, kind of being envious or idealizing or romanticizing that experience. I just met a guy recently who told me this, and it sort of scared the shit out of me because I thought, I never had any idea that we'd be influencing people's lives, you know, or encouraging them to join up, you know, and go fight a war. So that was kind of a weird thing to hear, you know, sort of upsetting, but he was thankful, like, thanks for Black Hawk Down. I joined the military because of it. And I wanted to say, I'm sorry, but he was happy about it. So yeah, it had a huge impact on people and changed their lives, which I never thought about when I was sitting there at 3 a.m. writing draft 27, you know, and drinking a Coke and Faire partager l'expérience du front est aussi l'une des motivations d'Amos Gitaï dans son film Kippour. D'autant plus que le réalisateur y raconte sa propre histoire. Celle d'un soldat affecté à une équipe de secouristes héliportés lors de la guerre du Kippour entre Israël, l'Égypte et la Syrie en 1973. Mais ici, pas de combat spectaculaire. Au contraire, Amos Gitaï livre, 27 ans après les faits, un récit extrêmement sobre, à sa façon très réaliste, et qui traduit sa vision intime de l'absurdité de la guerre. On the 5th day of this war, which is the 11th of October, it was kind of a pretty sunny day, and we received while flying an order that a pilot of Skyhawk, an Israeli pilot, was shot. So we were directed to cross and try to pick him up, and the Syrians shot a missile into the helicopter that I was in, and the cockpit was destroyed, and my co-pilot, which was roughly the distance between you and me, was decapitated. Now,
I was shot in my 1 centimeter from my spine, and after that they put me into some hospitals, and but I was not really so interested to talk about the war. So I think that for more than 20 years, I actually didn't do anything about it, you know. I think the first, basically I wanted to forget it. I thought it's not the right time to do it, and only much later I decided to try to make a film. Le film déroule les journées passées à faire des allers-retours entre les hôpitaux et les champs de bataille, où le comptage macabre des morts et des blessés devient une activité routinière. דוקטור, אין לנו זמן, אנחנו צריכים לזוז מפה, קדימה. דוקטור, תעזוב את הצוות שלך רוסו ובוא, 5 הוא עדיין נושם, הוא גוסס, הוא עוד לא מת. בוא, אין ברירה. בוא. חבר'ה! בוא נעלה אותו על המסוק. עדיף להציב פצועים. בוא נעלה אותו על המסוק, המסוק ריק, לא? לא מעלים אנשים מתים למסוק. רוסו, ואתה יודע את זה טוב מאוד. בוא נעזוב. קדימה, נזוז. עזוב, הוא עוד לא מת. רוסו, תעזור לי, אני רוצה לקחת אותו למסוק. אי אפשר לעלות למסוק. Kippur demythicized a little bit the act of war and installed the actual experience in a kind of a quotidien in which you have to go and wake up in the morning, then collect the burning people, bring them to hospital, and again. So I think this established a kind of a good laconic attitude to war. Sometimes cinema is too dramatic. It's creating a big epopee and mythologies of wars, and I think that cinema can also show the completely permanent sense of nuisance and absurd which is in the war. L'histoire est sélective et ne retient pas tout. Certains événements peuvent ainsi, au gré du contexte politique, rester enfouis de longues années. Pourtant, le cinéma des années 2000 a su contribuer à réhabiliter certains faits ignorés. Alors que plus de 60 ans se sont écoulés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le réalisateur Rachid Bouchareb revient en 2006 avec Indigène, sur un pan d'histoire largement occulté. Des soldats issus des colonies ont participé à la libération de la France. 4 acteurs français issus de l'immigration partagent l'affiche. Roch Dizem, Sami Nasseri, Jamel Debbouze et Sami Bouajila. Ce dernier joue le rôle clé du caporal Abdelkader, qui veut que la valeur de ses frères d'armes soit reconnue. Ce soir, il faut qu'on soit là-haut. Et même mort, on y sera. Et Abdelkader, c'est ça. Frontalement, il fait l'armée pour avoir une reconnaissance, lui, c'est-à-dire des médailles comme les Français, et aussi dans l'idée que des droits seront donnés, le droit de vote, enfin, il peut y avoir des idées derrière, c'est pas exprimé dans le film, mais qui sont d'ordre politique. Hein. Mais c'est déjà être reconnu comme un être humain à part entière. On va en Alsace parce que c'est notre devoir. Et même si on doit payer 10 fois, 100 fois plus qu'eux, on paye. Et là, ils reconnaîtront notre mérite.
وانت ايش بيك؟ ها؟ شوف يا سير طول البلاد بلا والو ها؟ va jusqu'au bout خويا. C'est jusqu'où je vais payer pour être français. Je paierai jusqu'au bout, mais à la fin, on sera français. Et il emmène tous les autres dans cette logique jusqu'au sacrifice total pour montrer aux Français, regardez jusqu'où on a payé. C'est ce qui se passe à la fin, finalement, où il est tout seul dans sa chambre. Et voilà, il a payé, mais finalement, pour avoir le droit d'avoir une petite chambre dans un foyer à 70 ans, hein, 75 ans. Il se rappellera de vous. Cette fois, je vous jure, Wallah, on aura ce qu'on mérite. Qui sommes-nous, Français d'aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables de savoir qu'il y a plus d'un demi-siècle, ce sont ces hommes-là qui se sont battus pour que notre France actuelle existe. La méconnaissance du sacrifice de ces hommes se double d'une injustice. En 1959, le gouvernement du général de Gaulle décide le gel des pensions attribuées aux anciens combattants restés dans les anciennes colonies. Donc là, il y avait une injustice et le film voulait parler de cette injustice et libérer comme ça et créer un sentiment d'indignation. C'est surtout ça qu'il voulait. Ici, il parle de la guerre comme moyen pour une minorité de se sacrifier pour acquérir, de se donner pour acquérir la reconnaissance. On est en train de changer le destin de la France. Il est temps que les choses elles changent pour nous aussi. Fait rare, le film pousse le gouvernement français à revaloriser, après 47 années, les pensions de ces anciens combattants restés dans les colonies. Voilà, donc c'était un acte politique, hein, tout à fait. C'est un film politique et c'était un grand succès de cinéma politique, ce qui est quand même vraiment rare. Hein, et ce serait bien qu'il y en ait d'autres. Voilà, c'est une des fonctions du cinéma quand même, de réveiller les consciences. Le cinéma de guerre est un cinéma politique parce qu'il fait un état des lieux de la manière dont une société est capable de penser sa propre histoire, y compris dans des événements dramatiques comme le sont les guerres, qui engagent forcément toujours des morts et des pertes d'un côté ou de l'autre. C'est une démarche identique qui est à l'origine du film Windtalkers, qui réhabilite l'action des Indiens Navajo durant la Seconde Guerre mondiale. Un code secret, élaboré à partir de leur langue, permettait d'envoyer des messages indéchiffrables par l'ennemi. C'est grâce à 2 scénaristes d'Hollywood que la contribution de ces Indiens est sortie de l'oubli. The interesting thing is that there wasn't a lot of research of the Navajo Code Talkers because it had been classified for so many years, and there were only like 3 books, one of which was a children's book, if I remember right. Yeah, yeah. And we kind of waded through this stuff, and very fascinating. You know, it seemed like it would be a great doc, frankly. And one of the, probably the greatest thrill for us, even better than, you know, the 181 explosions in the first roll of the camera and the 16 cameras embedded in different helmet cams, just seeing the size of this movie that was getting made from our script, was the moment in Washington, D.C. when we were at the Rotunda in the Capitol building. And then President George Bush honored the Navajo Code Talkers who were still alive. The 5 surviving. It was a congressional gold medal, I believe, that he gave each and every one of them. We got to stand right near them. And just that our movie got them some awareness for what they'd done because it had never been discussed and they'd never been honored for what they'd done. And this is partially because of who they were. You know, partially was when they left the Marines, it was like, don't tell anybody about this. And they didn't for decades. I mean, not even their own families, you know, so these are men that had a great deal of humility and would not speak of their, you know, the deeds that they did and what they, you know, the honor that they, you know, that they deserve. Là encore, l'émotion collective suscitée par le film et le devoir de mémoire poussent la Maison-Blanche à organiser une cérémonie d'hommage. Mais certaines cicatrices, même avec le temps, ont du mal à disparaître. C'est l'expérience qu'a faite Florent Emilio Siri avec son film « L'ennemi intime ». Réalisé pourtant 40 ans après la bataille d'Alger, L'ennemi intime ne réussit pas à attirer un large public et montre une nouvelle fois la difficulté en France d'effectuer ce travail de mémoire.
Pour une première affectation, vous arrivez dans des circonstances bien difficiles. Vous allez remplacer un mort. Le sergent Touniac va vous accompagner jusqu'à vos quartiers. Vous avez de la famille qui vous attend en France, sergent? Non, pas grand monde. Et vous? J'ai une femme et un petit garçon. Vous devriez aller les rejoindre. On est lâché, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a vu personne, chef. Il ment. Pas de ça avec moi. Il paraît que vous avez des états d'âme, lieutenant terrien. Le lieutenant terrien, petit à petit, va se faire happer par cette guerre et devenir quelqu'un d'autre. Il va voir ces jeunes hommes mourir, il va même assister et prendre part à un massacre, voilà, jusqu'au moment où il va devenir un tortionnaire. Il va tuer même un vieux Kabyle, et du coup, il peut plus refaire chemin arrière. On a quand même ce modèle de l'officier qui doute, qui s'interroge sur la violence. C'est-à-dire, dans le fond, quel est le but de la guerre? Est-ce que dans la guerre, la nature des hommes se révèle enfin, ou vraiment, et derrière le vernis de la civilisation, perce très vite et très rapidement la barbarie? Pourquoi vous parlez de guerre, mon lieutenant? Officiellement, il s'agit de maintien de l'ordre. Certains d'entre vous se demandent parfois ce qu'ils font en Algérie. Loin de chez eux. J'espère maintenant que chacun sait pourquoi il se bat. Regarde cette cigarette. C'est toi. D'un côté, c'est l'armée française. De l'autre, c'est le FLN. Quoi que tu fasses, tu as perdu d'avance. Et je trouvais que c'était intéressant de faire, à partir de ce moment-là où le lieutenant terrien devient un tortionnaire, de le remettre au contact de la réalité de ce qu'il était avant, de voir sa femme, son fils, et de ne pas pouvoir. Il est devenu quelqu'un d'autre, il est devenu la guerre. Voilà, monsieur, on est arrivé. Tu viens dîner, Pierre? C'est l'heure. Mais maman, encore 5 minutes. Monte tout de suite. Tu veux une fessée? Bon, d'accord. T'es marié? Non, je comprends pas. Je comprends pas. Je vois pas. Je comprends pas, voilà, je comprends pas. Pourquoi? Je sais pas, il a honte ou quoi? Il est désaxé. Non, mais il a un comportement anormal et qui ne correspond pas à la normalité des combattants de cette guerre d'Algérie. Ils rentraient chez eux, ils allaient voir leur famille. Tous, sans exception. Alors c'était drôle parce qu'on a fait des avant-premières aussi en France où j'ai eu une fois dans la salle, donc on faisait avec Patrick Rothman, Benoît Magimel, on était là et puis on avait présenté le film et à un moment un mec qui se lève, il dit « Moi j'ai fait la guerre d'Algérie en 56, il s'est jamais passé ça. Vous fabulez complètement. » On revenait au même. Et dans la même salle, il y a un autre type qui s'est levé et qui a dit qu'il était para. À cette époque-là, il dit « Moi, j'ai préparé des bidons. » Et il dit « Et des massacres, on en a fait. » Et le mec dit « On n'en est pas fiers. Je le vis mal, j'ai un truc, mais le film est juste par rapport à ça. » Et donc, on est encore dans cette bagarre de « Ah ben non, il s'est pas passé ça. Ah ben non, ah ben si, c'est pas... » Parce qu'on n'a tellement pas éclairci le truc. Le FLN a peut-être des méthodes dégueulasses, mais les vôtres valent pas mieux, mon capitaine. Il y avait une phrase qu'un appelé m'a dit, qui m'avait vraiment touché. Je pense que ça résume bien ce pourquoi les films sur la guerre d'Algérie ne peuvent pas marcher comme on pourrait l'espérer au cinéma. Il disait « Mon grand-père a fait la grande guerre, mon père a fait la drôle de guerre et moi j'ai fait la sale guerre. » Et parler de la guerre d'Algérie, c'est parler de la France dégueulasse aussi. Et je ne sais pas si on a envie de la voir au cinéma, la France dégueulasse. Je ne sais pas si les Français sont aussi ouverts que les Américains sur leur propre histoire, en fait. Cette difficulté à regarder cette histoire, à la traiter, et puis il y a aussi les cloisonnements de mémoire.
C'est-à-dire que les pieds noirs vont voir des films de pieds noirs, les Algériens vont voir des films d'Algériens, les soldats, ils aiment voir que des films de soldats. Et donc on a la division des écrans et la division des mémoires. Et on n'arrive pas à trouver, disons, cette sorte de film emblématique qui rassemble, disons, la société entière sur l'identification possible à un personnage, à une situation, comme ça a été le cas, effectivement, dans les films Vietnam. J'adore étudier l'être humain et ces films l'étudient vraiment au scalpel. Et c'est ce qui m'intéressait vraiment. C'est ce qui m'intéresse dans ce genre de film, c'est qu'on va au plus profond de l'âme des hommes, mais dans ce qu'ils ont aussi de terrible en eux. Rares sont les héros qui convoquent chez nous des sentiments aussi extrêmes que le soldat de cinéma. Ils révèlent la part la plus noble, mais aussi la plus sombre de notre humanité. Entre fascination et rejet, notre regard sur le soldat de cinéma est à l'image de notre rapport à la guerre et à la violence. Terrible et ambigu.